Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur cette problématique, comment changer l'éducation nationale en France. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous invite à le voir en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo pour connaître l'histoire de notre régime éducatif. Et pour les autres, écoutez, c'est parti. Allez, c'est parti pour un petit tour du monde. Et je tiens déjà à remercier tous les témoignages que j'ai reçus et qui m'ont permis de faire cet épisode. Je vous remercie, cet épisode, c'est aussi le vôtre, c'est grâce à vous qu'il s'est construit comme ça. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez toujours participer en allant dans notre page Facebook dans la description et nous envoyer un MP. Et vous pouvez aussi faire ça dans les commentaires YouTube, etc. Y a pas de souci. Du coup, c'est parti pour le premier pays et on va commencer par le plus lointain, la Corée du Sud. Comme on ne pourra jamais parler de tout, on va mettre l'accent sur certains pays qui sont très représentatifs de certains systèmes très différents à travers le monde. Comme ça, on pourra avoir un large panel pour déterminer quelles sont les meilleures possibilités pour l'éducation en France. Je vous propose de commencer avec l'Asie de l'Est en se concentrant sur la Corée du Sud, pays le plus marquant à mes yeux de ce système éducatif. Si en France le budget de l'éducation s'élève à 5,5% du PIB, en Corée il n'est que de 4,9% et pour cause. La part de l'enseignement privé atteint plus de 46% au lycée, alors qu'en France on est autour de 17%. La scolarité est obligatoire jusqu'à 14 ans, en France c'est 16 ans. Là-bas tout se joue à la sortie du lycée lorsque l'on passe l'équivalent du bac chez nous. Après les résultats, on entre dans les écoles selon notre classement. Meilleurs sont les résultats et meilleurs seront les bâtiments auxquels on pourra prétendre. Il y a donc logiquement un classement d'université. Il y a le port de l'uniforme obligatoire et derrière les cours sont plutôt semblables aux nôtres. Tableaux, rangées de chaises, cours théoriques, etc. Déjà, chose intéressante, seuls 3% des lycéens partent en lycée professionnel. Ce système est donc clairement un système élitiste et qui n'a pas fini de poser problème. On pourra dire ce qu'on voudra du bac, ça a au moins le mérite de ne pas influencer ton résultat en fonction de la copie du voisin. Et en France, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, dès qu'on a passé le bac, il faut continuer de travailler pour rentrer en licence, puis rentrer en master, rentrer en doctorat, etc. Enfin bref, il faut continuer de travailler pour gravir les marches, et si jamais on plante à une première marche, on peut la rattraper, la repasser pour ensuite passer au suivant. Donc grossièrement, on peut dire que si jamais on se plante à un palier, eh ben on peut quand même retenter de le passer pour ensuite passer au suivant et finir par arriver au sommet en plus ou moins de temps. Alors qu'en Corée, c'est un kit ou double pour ta vie étudiante. Soit tu réussis tes examens et tu vas pouvoir monter haut, soit tu le foires et tu vas rentrer dans des écoles au mieux passables, et ta vie, ton salaire, ton logement sera à peine bof. Une telle pression mène effectivement la Corée à avoir d'excellents résultats. Ce sont les plus assidus de l'OCDE, bien haut dans le classement PISA. Mais après, à quel prix? Déjà, les enfants sont complètement épuisés, stressés, angoissés. Imaginez jouer toute votre vie sur vos années lycée. Vous lycéens qui me regardez, qui n'êtes même pas encore conscient de l'immensité de la vie, imaginez devoir jouer l'entièreté de votre destin sur un examen qui peut dépendre aussi du résultat de la copie du voisin. Dites-vous que durant l'équivalent de la terminale, ils peuvent se lever à 8h, terminer à 21h pour 15 heures de boulot, moins de 5 heures de sommeil. Il y a un énorme parallèle entre la compétition scolaire et l'individualisme avec la persécution des jeunes. Et surtout, plus le rôle social qui est censé apporter l'école aux jeunes qui se lancent dans la vie est remis en question, sans oublier, comme on l'a vu, le nombre de suicides énormes qu'il y a en Corée du Sud. Que ce soit à cause des persécutions, de la charge de travail, de l'angoisse provoquée par un tel système sur les élèves, et qui finissent par plonger la jeunesse dans une situation de désespoir total. La Corée du Sud est aujourd'hui le pays de l'OCDE comptant le plus de suicides, surtout chez les seniors et les étudiants. On tourne selon les études autour de 30 suicides pour 100 000 habitants, alors que la moyenne de l'OCDE n'est que de 12. Ce pays est bloqué dans ce système, libéral qui plus est, et n'étant donc pas aussi égalitaire dans la réussite que l'on pourrait penser, avec un système mettant autant l'accent sur le travail personnel. Il suffit d'avoir de meilleurs profs grâce à un meilleur lycée pour enclencher un cercle vertueux. Au final, la culture japonaise, coréenne, n'est diffusée que par quelques stars bienheureuses, comme celle de la K-pop, dont le destin fait rêver des millions de Coréens, qui voient dans cette voie un moyen unique de sortir de cette existence. Une existence, comme on peut le voir, très peu enviable, un système qui recherche la réussite et qui entraîne d'importants troubles sociaux. Un système qui ne fait que très peu rêver d'autres personnes que les grands patrons ou les politiciens, qui cherchent à fournir les meilleurs chercheurs à leur pays. On passe maintenant au premier pays témoignage, celui de Carla pour l'Espagne. Alors, Carla était cette année dans un lycée espagnol à Paris. Alors, elle ne m'a pas précisé lequel, mais dans mes recherches, je suis tombé sur le lycée Luis Buñuel. Donc je suppose que c'est lui. Elle a fait le début de sa scolarité avec un système bien français avant d'entrer en 5ème dans un lycée espagnol. Alors je vais condenser ce qu'elle a dit, si vous voulez tout lire, vous pouvez toujours mettre sur pause. Le point sur lequel elle a beaucoup insisté est l'ambiance. On tutoie les profs, on les appelle par leur prénom. Chose impensable en France où l'on ne connaît souvent même pas les prénoms de nos professeurs. On ne se lève pas forcément lorsqu'un prof rentre et pour prendre la parole, pas besoin de lever la main. Alors pensez à cette pauvre Carla.
qui, comme elle l'explique, se retrouvait souvent comme une conne, le doigt levé, alors que tout le monde répondait avant elle, et que son geste visible était surtout inutile. Force à toi, Carla. Concernant cette ambiance, elle a un avis plutôt positif. Elle nous dit que cela booste la participation en classe, enlève l'attente conne et chiante de lever la main comme un con ou de te faire réprimander si tu prends la parole, sans qu'on te l'ait donné, et que les rapports prof-élève sont plus amicaux et que la confiance est donc beaucoup plus présente. Alors je dois avouer que pour les notes, le système m'a assez surpris. Ça commence avec un contrôle continu, et si jamais tu ne le réussis pas, bah tu dois passer les rattrapages. Jusque là, perso, je comprends, ça ressemble à tout ce que je connais. Ensuite, si tu n'as toujours pas la moyenne, tu vas au rattrapage en septembre, sachant que chaque matière est indépendante, contrairement à la France où si tu obtiens une moyenne générale supérieure à 10, tu ne passes pas de rattrapage. Et si tu l'as toujours pas, tu peux passer en année suivante, mais tu repasses un examen chaque trimestre jusqu'à ce que tu l'aies. Alors perso, j'ai pas d'avis à donner là-dessus, par contre je sais qu'avec un tel système, mon examen d'allemand de 6ème, je devrais encore le passer aujourd'hui. Bon, je vous laisse les quelques paragraphes qui restent, qui traitent des différences qu'il peut y avoir entre le niveau des programmes, entre le système, qu'elle utilise vraiment, et le système espagnol qui est un petit peu différent. Et on peut passer à la suite, prochain pays et prochain petit témoignage, le Royaume-Uni. Alors ce qui m'a énormément intéressé dans ce témoignage, c'est la composition des classes et les horaires. Je vous présente Emily qui dans le passé a fait l'équivalent du bac et du brevet en Angleterre. Déjà, petite remarque qui peut sembler conne à certains, mais là-bas, l'histoire et la géographie sont enseignées par des professeurs différents. Et c'est d'ailleurs complètement logique, c'est comme si on mélangeait la chimie et la SVT. Ah bah ça on le fait aussi en ES et en L, tiens. Et chose dont on reparlera après, il y a des cours manuels complètement inexistants en France. Imaginez juste aller en cours pour apprendre à cuisiner, pour apprendre à soudre, à scier, à coudre, etc. Et je dois avouer qu'ayant grandi avec un grand-père ayant appris à planter des clous, scier, souder, etc., c'est vachement utile dans une vie et c'est pas con de faire ça. Bref, passons aux horaires. Là-bas, les cours commencent plus vers 8h30 et finissent vers 15h, sachant qu'en France, on commence d'habitude un tout petit peu plus tôt et on finit souvent 1 ou 2 heures plus tard. Mais le truc que j'ai trouvé le plus ouf, c'est les classes. Réparties entre 5 niveaux, plus la classe a un niveau considéré comme faible, moins il y a d'élèves pour un accompagnement plus personnalisé. Alors je dois avouer que j'ai pas vraiment d'avis sur ce système parce que j'ai à peine de le découvrir, mais bon, de toute façon, on pourra en reparler dans l'épisode 3. En attendant, je laisse quelques secondes le reste de ces paragraphes et on passe au prochain pays, la Norvège. Ah, la Norvège. S'il y a bien un pays que je n'aurais jamais dû oublier, c'est celui-là. Alors ce pays, c'est un peu le modèle dont tout le monde a entendu parler, notamment moi qui a dû préparer le concours Sciences Po sur l'éducation. Mais en fait, concrètement, c'est quoi ce système? Eh bien, voyons voir ça. Déjà, pour présenter la Norvège en tant que pays, c'est le premier pays en termes d'IDH, indice de développement humain. Le pays est une monarchie constitutionnelle, comme la Grande-Bretagne en gros. Ils sont d'ailleurs assez attachés à la monarchie. Les socialistes avaient voulu mettre en place une république, mais 85% du Parlement a refusé. Bon, le roi là-bas, visiblement, on l'aime bien. Le pays a refusé par 2 fois son entrée à l'UE avant d'y entrer pour garder toute son indépendance, même s'il collaborait beaucoup, notamment avec le programme Erasmus. Ok, alors déjà 96% des élèves sont dans le domaine public, la part du PIB dans l'éducation est de 7,3%. Bon, à peu près comme pour l'Angleterre, le pays commence ses journées vers 8h et les finit vers 15h, parce que vous allez quand même vite comprendre que la France est un des seuls pays où on finit assez tard dans l'Union Européenne. Il suffit de voir qu'à côté de chez moi en Allemagne, on travaille presque pas l'après-midi, voire pas du tout. Alors pour parler des grandes formes, le système scolaire n'est pas très différent de ce qu'on connaît en France. Alors évidemment, il y a des variances comme pour chaque pays, mais le plus intéressant réside en fait dans le fond. Et il y a surtout 2 trucs qui font du système norvégien un système hyper réputé. La place du professeur et le travail collectif. En effet, les profs ont un rapport beaucoup plus proche avec leurs élèves, les 2 parties se tutoient et s'appellent par leur prénom, et l'école est surtout un lieu de vie beaucoup plus agréable qu'en France. Il faut dire que la réputation des lycées et surtout des collèges en France est assez pourrave. Peu de jeunes sont contents d'y aller, certains ont carrément une phobie scolaire, sans parler du racket, de l'angoisse, de toutes ces conneries qui font que nos bâtiments ne sont pas les plus agréables d'Europe. Et on a pu voir avec l'exemple de la Corée du Sud qui est 10 fois pire que finalement c'était quand même vachement dû à l'esprit de compétition et au travail individuel. Tandis que là-bas, c'est avant tout la force du travail collectif qui est mise en avant. L'ambiance est beaucoup plus familiale, comme les professeurs sont plus proches des élèves et que ceux-ci doivent beaucoup plus s'entraider dans le travail, l'ambiance est forcément bien meilleure. La composition même des classes est un peu différente, le professeur n'occupe pas forcément la place centrale que l'on connaît, puisque le travail est plus collectif qu'individuel. Le système parfait, on pourrait dire... Sauf que non, car en effet si les Norvégiens ont une énorme force de travail collectif, si il n'y a pas beaucoup de discrimination dans les bâtiments et que l'école est très agréable à vivre, et bah au niveau individuel ils sont plutôt moyens. En effet à part pour l'anglais où ils sont des têtes, et heureusement pour un pays dont la langue maternelle, le finlandais, ne se parle pas à l'extérieur des frontières,
ils sont plutôt moyens. Les Finlandais sont en fait plutôt bof sur le classement PISA, ils sont souvent situés juste derrière la France. Mais je vous ferai remarquer que le problème de ce classement, c'est qu'on ne parle pas du tout du travail collectif. Après vient la question, est-il plus important d'avoir un bon travail individuel ou un bon travail collectif? Surtout que le rapport entre élèves et professeurs peut rapidement mener à enlever le sérieux du cours, parce qu'il faut réussir à se faire respecter aussi, ce qui peut être galère pour certains professeurs. Le nouveau ministre de l'Éducation expliquait d'ailleurs très bien la différence entre le système asiatique et nordique. Le premier met tout sur l'aspect individuel, le deuxième beaucoup plus sur l'aspect collectif. Faudra que je parle de ce mec d'ailleurs. Prochain épisode. Ouais bon, du coup on a vu les avantages et les inconvénients de chaque système, du coup on prend lequel? Eh bien pour réfléchir au mieux à cette question, il faut regarder l'exemple d'un dernier pays qui va quand même vous surprendre. Et ce pays c'est mon petit coup de cœur, ma petite recherche perso, le Burkina Faso. Alors en me lançant dans mes recherches, je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à beaucoup. J'ai pris le Burkina Faso à cause d'une vieille histoire personnelle, on avait eu en primaire une correspondance avec une classe de ce pays, et si je n'en ai absolument aucun souvenir concret, j'ai voulu savoir comment cette fameuse classe fonctionnait. Et je dois dire que j'ai pas été déçu. Déjà ce pays est à l'image d'un des nombreux pays africains qui sont dans les PMA, 45% de sa population sous le seuil de pauvreté, espérance de vie 52 ans, et un des derniers pays au niveau de l'IDH, alors vous allez me dire pourquoi j'en parle. Bon déjà petit contexte historique parce qu'on connaît pas tous très bien ce pays. Le pays aura subi énormément de révolutions et aura été en guerre contre le Mali en 1985. L'ancien président Sankara qui avait déjà mené une révolution meurt en 1987 et il est remplacé par Compaoré. Et Compaoré qui aura subi énormément de mouvements de contestation dans les années 2014, notamment parce qu'il voulait renouveler son mandat de président. Après l'avoir été 4 fois. Le pauvre, c'était pas assez. Et on est actuellement, sous le couvert de l'armée, dans une phase de transition avec Kafando, comme président d'intérim, un diplomate. Mais du coup, le pire, c'est que pour un pays africain, la situation politique n'est pas très mauvaise, et ça permet des réformes, notamment au niveau de l'éducation. En effet, il y a eu énormément de réformes à partir de 2007. Mais le plus surprenant, avant même que je commence à lire ce qui était écrit dessus, c'était la priorité donnée à l'éducation, justement. On pourrait penser que dans une telle situation, il faudrait se concentrer sur l'économie, l'armée pour se défendre, la justice pour maintenir l'ordre. Eh bien non. Le Burkina Faso a déjà tenu à affirmer qu'elle avait besoin d'une éducation forte pour son développement. Et un des articles de 2007 dit ceci. Le système éducatif burkinabé a pour finalité de faire du jeune burkinabé un citoyen responsable, producteur et créatif. Il vise essentiellement à assurer un développement intégral et harmonieux de l'individu. Concernant les domaines à privilégier, il y a la mondialisation, avec l'effacement des frontières nationales, et le développement des technologies de l'information et de la communication. Et enfin, voici la phrase qui m'a fait tilt, l'objectif principal de la réforme. Le mot qui m'a percuté, c'est adapter, car les pays n'ont pas du tout les mêmes besoins en termes d'éducation, et ça on l'oublie beaucoup. Et quand je vois des gens faire l'éloge de tel ou tel système éducatif, eh bien j'ai envie de leur dire que de toute manière ça ne sert à rien de le suivre complètement, car en France on aura forcément une situation et des contextes différents. Un pays très particulier, avec des voisins très particuliers aussi, avec ses besoins propres. Par exemple, les efforts engagés au Burkina Faso ont porté leurs fruits dans les milieux urbains, mais presque rien n'est fait pour le moment dans les milieux ruraux. L'objectif étant de tourner l'éducation vers les zones rurales, il est normal que l'on ne va pas avoir les mêmes objectifs que les pays occidentaux. Cependant, certaines priorités correspondent à ceux qu'on avait au XXe siècle en France, et qu'on a toujours d'ailleurs. La gratuité de l'enseignement, l'équité entre les sexes, la démocratisation de la scolarité, être à l'école jusqu'à 16 ans. Les Burkinabés ont du travail pour tout ça, mais je pense que ce pays permet non seulement de montrer que l'éducation a des priorités absolues qui sont universelles, mais aussi que ce domaine est peut-être le plus important pour le développement d'un pays. Il est important de se le rappeler en France, à l'heure où l'on ne parle que de travail, d'économie et de finances, il serait important de se reconcentrer sur ce qui fait l'essentiel de notre vie personnelle et de notre société, l'éducation. Et enfin que nos besoins seront forcément différents de ceux des Coréens, des Burkinabés, des Américains, des autres Européens, car une des grosses critiques du système burkinabé reste que le pays tente trop de ressembler dans ses formations aux occidentaux. Pour donner un exemple, un des aspects de la réforme qui est assez contesté est celui du système LMD, licence master doctorat. Car selon pas mal de spécialistes, si cette vision du diplôme est bien adaptée en France, elle ne l'est pas du tout pour un pays comme le Burkina Faso. Mais comme quoi, vous avez pu le voir, l'Afrique a beaucoup plus à nous apprendre au niveau éducation qu'on pourrait le penser. Et dites-vous que là, je n'ai même pas parlé de comment ils font les cours, alors que ça pourrait aussi nous apporter des pistes. Et du coup, j'aimerais revenir sur cette question que l'on se posait un peu plus tôt. Quel système pour la France ? Comment trouver et mettre en place le meilleur système pour notre pays? Qu'est-ce qui a déjà été tenté en France pour changer les choses?
Et enfin, comment pouvons-nous agir pour cette nouvelle école? Eh bien ça, ce sera le sujet des 2 prochains épisodes sur l'éducation en France. On va déjà voir de quoi a vraiment besoin la France pour s'améliorer au niveau éducatif et ce qu'elle sait déjà très bien faire. Et puis on parlera de comment faire concrètement ces réformes dans le dernier épisode qui servira aussi de conclusion. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi aller voir les autres émissions que l'on fait et suivre l'actualité de la chaîne sur notre page Facebook. Et surtout n'oubliez pas que j'ai encore et toujours besoin de vos témoignages qui me sont très constructifs. Il y en a encore que je n'ai pas utilisé, ne vous en faites pas, je vous utiliserai dans le prochain épisode, il n'y a pas de souci. L'espace commentaire est à vous, n'hésitez pas à participer et à apporter votre pierre à l'édifice pour faire avancer le débat. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours contribuer à faire avancer le débat en partageant la vidéo et ça nous ferait chaud au cœur. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, Histoire par passion, YouTube pour métier, à bientôt pour de prochaines Chroniques historiques.